Quelque part sur la mer Caspienne, un cargo russe transporte vers l'Iran la seule chose que ce pays ne peut plus fabriquer lui-même. Nous ne parlons pas de fournitures pour fêtes, mais d'explosifs et d'équipements pour la fabrication de drones. Et puis le CENTCOM vient tout juste de publier cette image du F-15E Strike Eagle au-dessus de la zone de responsabilité du commandement central, il y a seulement quelques minutes. 2 membres d'équipage, 10 400 kg d'armement et une nacelle de ciblage qui a passé 6 mois à repérer des choses que l'Iran a délibérément enterrées, y compris celles qui ont été détruites par la bombe anti-bunker. Et maintenant, l'Iran doit importer son matériel de fabrication de drones et des explosifs comme le TNT. Et ensuite, écoutez ce que dit Téhéran. Le ministère des Affaires étrangères déclare que les nouvelles sanctions américaines sont une déclaration de guerre à toutes les nations du monde, pas seulement à l'Iran. Oui, il tente aussi de manipuler toutes les autres nations. Le chef d'état-major des forces armées promet une riposte écrasante aux sanctions et au blocus américain. Ensuite, pendant que tout cela se passe dans les cercles internes du régime iranien, je suis sûr qu'ils vont très bien. Ils affichent leur force. Un document gouvernemental européen obtenu par NBC News a révélé comment la Russie fournit certains équipements à l'Iran. Ces équipements pourraient être fixés au drone Shahid. Nous sommes le 22 août. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Aujourd'hui, nous couvrons des développements assez surprenants dans la situation au Moyen-Orient. La Russie a expédié à l'Iran des composants de drones, des munitions et du TNT. Plus de 2 douzaines de navires à travers une mer enclavée, la mer Caspienne. Donc ils n'ont même pas besoin du détroit d'Ormuz pour cette opération et tout arrive dans un port spécifique. L'Iran apporte des explosifs, des pièces de drones et qui sait quoi d'autre. Penses-tu que la Russie pourrait en rajouter un peu? Tiens, voici quelques armes portables tirées à l'épaule. Comment sont-elles arrivées là? Bizarre, on pensait que c'était juste des pièces de drone, du TNT et du café. Mais ce n'est même pas toute l'histoire. Il se passe quelque chose de bien plus important en coulisses. Et nous allons tout expliquer dans cette vidéo. Et ensuite, le tour d'horizon mondial, restez avec nous pour ça, car le renseignement militaire ukrainien affirme que le nouveau contingent nord-coréen en Russie a dépassé 8500 personnes, dont 400 opérateurs de drones. Nous allons donc évoquer les actions de la Corée du Nord en Russie. Restez avec nous pour cette mise à jour. Téhéran a évidemment passé cette dernière semaine à plein régime, parce que le jour J économique a lieu en ce moment même. Avec l'administration Trump qui met littéralement la main sur la gorge des mollahs et coupe tous les flux financiers vers le régime lui-même, et évidemment la rhétorique est montée au maximum, parce qu'il commence à être un peu nerveux, non ? Ils deviennent nerveux. Ils ne peuvent plus payer le CGRI maintenant. Donc, quand on dirige des parrains de la mafia, cela doit sûrement rendre la direction nerveuse de ne plus pouvoir leur verser leur salaire. Le ministère des Affaires étrangères estime que les sanctions américaines visent à imposer leur souveraineté à toutes les nations, pas seulement à l'Iran. Et leur porte-parole militaire a qualifié cela de recette pour un retour au colonialisme à grande échelle. Pendant ce temps, ils possèdent toutes les différentes îles du Golfe Persique qui sont encore plus proches d'autres pays. Donc c'est assez intéressant. Le président du Parlement dit que l'Iran est prêt à sacrifier sa richesse pour défendre sa dignité et son honneur. Donc il semble que c'est ce que vous allez faire et que vous faites en ce moment. La garde révolutionnaire affirme pouvoir déployer des armes plus destructrices dès le début des tirs. Donc bien sûr, cela pourrait inclure un peu de matos supplémentaire venant de Russie, de Chine, tout ce qui est arrivé jusqu'ici. Nous savons qu'il y a eu des rumeurs concernant une technologie avancée venant de Chine, en particulier à propos de cet essaim de drone qui aurait peut-être tenté de détecter le F-15E. Ce ne sont que des rumeurs à ce stade. J'aime vraiment approfondir ces sujets, comme vous l'avez probablement remarqué. Et je vais encore plus loin dans mon podcast. Je suis tellement enthousiaste à propos du podcast, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Récemment, j'ai interviewé Monk, c'est un pilote de F-18. Ensuite, j'ai pu interviewer Cabo, qui est pilote de F-22. Et je viens juste de participer au podcast d'Andy Stump ici à Kalispell. C'est vraiment passionnant de discuter en profondeur avec toutes ces personnes de ce qui se passe en matière de guerre, des événements actuels, des dernières nouvelles. Donc si vous voulez rester informé des dernières actualités et des conversations approfondies, qui vont peut-être un peu plus loin que ce qu'on fait ici sur la chaîne, allez voir mon podcast. Le lien est dans la description ci-dessous. Merci beaucoup les gars, je suis très enthousiaste de développer le podcast. Merci pour votre incroyable soutien. À bientôt sur le podcast. Beaucoup de bruit pour un pays qui a passé juillet à organiser discrètement des livraisons sans être capable de rien produire lui-même.
Parce que l'indice, ce ne sont pas les navires eux-mêmes, c'est d'où ils arrivent, la mer Caspienne, et cette cargaison très spécifique qui se trouve sur ces navires. Parce que NBC News a rapporté cette semaine qu'elle avait obtenu un document gouvernemental européen, vérifié par un responsable occidental, décrivant des livraisons militaires russes à destination de l'Iran via la mer Caspienne. Le manifeste comporte 3 éléments, des composants de drones, des munitions pour armes légères et du TNT. Plus de 2 douzaines de navires russes sont arrivés au port d'Amarabad dans la province de Mazaran. Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent parce que là-haut, dans la mer Caspienne, elle n'a pas vraiment été impliquée dans le conflit jusqu'à présent. Mais bien sûr, l'ennemi va s'adapter et s'ajuster, n'est-ce pas ? Donc maintenant, il est logique que Téhéran essaie d'obtenir des armes et d'autres fournitures depuis un port qui n'est pas soumis à autant de pression que le blocus naval. Et c'est juste un grand signe de l'efficacité de ce blocus naval et à quel point ceux qui disent que ça ne marche pas sont quand même bizarres. Pourquoi l'Iran transfère-t-il toutes ses livraisons vers un lieu sans blocus naval ? Oui, appelons un chat ici. Donc il s'agit probablement des pièces de drones auxquelles on pourrait s'attendre, non ? Les explosifs qui sont réellement placés sur les drones Shahid, l'Iran n'est plus capable d'en fabriquer. Donc la TNT n'est pas une arme en soi, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur d'une arme. Le tritonol est aussi présent dans les bombes et explose. Mais ceci constitue la charge d'une ogive de missiles balistiques et de leurs drones kamikazes. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un réapprovisionnement venant de la Russie. C'est un rapport de dégâts énorme et il montre à quel point les armes larguées par le F-15E Strike Eagle ont été efficaces. En particulier cette bombe anti-bunker, cette bombe de 2270 kg. Voici ce qui doit être vrai pour que cette livraison ait un sens. En amont de chaque missile iranien, il y a une usine chimique, de l'acide nitrique, de l'acide sulfurique, une ligne de nitration. Oui, cherchez ça, c'est assez fou. Grand, chaud, fixe, impossible à déplacer et impossible à cacher. Et depuis 6 mois, les avions américains et israéliens s'attaquent précisément à cette chaîne d'approvisionnement. Donc, quand vous détruisez la chaîne d'approvisionnement, l'ennemi n'a plus la capacité de fabriquer les missiles balistiques et les drones qu'il utilisait pour frapper les nations partenaires et attaquer les bases américaines. NBC cite un ancien analyste de la CIA qui fait le même constat, mais dans l'autre sens. Ce qu'un pays achète vous indique ce qu'il n'est plus capable de fabriquer. Et ensuite, la réponse de Moscou, est-ce que Moscou a répondu ? Je suis sûr que Moscou a simplement déclaré « Désolé les gars, oui, on va arrêter de livrer ces marchandises néfastes à l'Iran, n'est-ce pas ?» Non, ils ont dit « Nous ne répondons pas aux fausses informations ». C'est ce qu'ils ont dit. Donc même pas un démenti, en fait c'est juste du silence radio total et de l'enfumage à ce stade. Je veux dire, c'est le summum du silence radio. Ils n'ont même pas essayé de nous tromper un peu. Pouvez-vous au moins suggérer que c'était quelqu'un d'autre ? Au lieu de nous ignorer, la Russie pourrait nous embobiner un peu. Mais interrogé sur le soutien russe à l'Iran, le porte-parole du Kremlin a dit qu'il circulait de nombreuses fausses informations et que seul le dialogue avec Téhéran continuait. Un homme qui nie les documents et confirme dans la même phrase que la relation continue. Ça nous fait un peu douter de votre sincérité. Que vous le croyiez ou non, ça nous fait douter. Et cet itinéraire n'est pas nouveau ici. Des avions israéliens ont frappé le port iranien de la mer Caspienne, Bandar Azali, en mars pour le perturber. Et fin juillet, des drones ukrainiens ont atteint la mer Caspienne et ont frappé 2 cargos sanctionnés, le port Ola 2 et le Beji, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne lorsque la cargaison circulait dans l'autre sens. L'Iran expédiait en fait des armes vers la Russie. Même mer, probablement les mêmes itinéraires, mais maintenant le sens du fret s'est inversé. Parallèlement, les Américains ont eux aussi lancé le compte à rebours pour l'Iran. Le secrétaire au Trésor a tenu une conférence de presse lundi pour exposer ce qu'il appelle la plus vaste campagne coordonnée d'isolement économique de l'histoire du monde. L'Iran remonte vers le nord, vers la mer Caspienne, pour fuir le blocus naval, mais l'armée américaine bloque hermétiquement les 2 issues. N'interprétez pas trop cette phrase. Donc le Kremlin a fait une déclaration disant que nous ne répondrons pas aux fausses informations, ce qui est une façon très longue de dire « s'il vous plaît, n'approfondissez pas davantage cette affaire ». Mais si l'Iran cherche à l'extérieur de ses frontières, c'est principalement à cause de ce que j'appellerais une seule bombe, principalement. Il existe de nombreux types de bombes, mais ici il s'agit de la bombe anti-bunker de 2270 kg, l'un des principaux moyens de perturber la chaîne d'approvisionnement. Revenons à janvier 1991. Une équipe d'ingénieurs est réunie à la base aérienne d'Eglin, avec un seul problème. L'Irak possède des bunkers de commandement enterrés plus profondément que tout ce que l'arsenal américain pouvait atteindre à l'époque.
Ce qu'ils font ensuite est l'un des grands exemples d'improvisation américaine. Ils récupèrent des canons d'obusier de 8 pouces en surplus dans un arsenal à New York, les transforment en corps de bombe, puis chargent manuellement les explosifs dans une enveloppe enfouie à la verticale dans le sol à l'extérieur du laboratoire. Un test sur rail l'a fait traverser 6 mètres de béton armé. Elle est conçue, fabriquée, testée et larguée au combat 17 jours plus tard. Voici la GBU-28, longue de 5,8 mètres avec 286 kg de charge. Le F-111 qu'il a transporté lors de ce premier essai n'existe plus et c'est maintenant le F-15E Strike Eagle. Cet avion a hérité de la mission du F-111. C'est une plateforme de frappe en profondeur. Le F-111 avait des ailes à géométrie variable. Il était terrible en combat rapproché. Se retrouver en combat rapproché avec le F-111 signifiait passer une mauvaise journée. Mais pour la partie interdiction aérienne, aller profondément en territoire ennemi, c'est exactement ce que le F-15E fait de mieux. Et c'est la mission principale du F-15E. Mais le contenu à l'intérieur de cette ogive est du tritanol, ce qui signifie du TNT mélangé à de la poudre d'aluminium. C'est la réponse de l'Amérique à une cible enterrée. Une bombe fabriquée à partir de vieux tubes de canon remplis de TNT. Je veux dire, rien de plus américain que ça. Et puis, 35 ans plus tard, le pays qui reçoit maintenant se fait livrer son TNT par bateau, alors qu'autrefois, une bonne partie du TNT était acheminée en Iran. Il a en réalité été amené en Iran par l'Amérique, mais ce n'était pas le type que l'Iran souhaitait. C'est tout mon argument à ce stade. Un missile, c'est 5 éléments. Une cellule, un moteur, un système de guidage, un corps d'ogive et enfin la charge explosive. 4 de ces éléments peuvent être improvisés, dispersés ou achetés. Un atelier d'usinage peut fabriquer un corps. On ne peut pas improviser un explosif à base de nitrate, à l'échelle industrielle. Et c'est ce dont l'Iran a besoin en ce moment. La nitration nécessite une usine. La gestion des acides, le contrôle de la température, l'isolation des explosions, les déchets, c'est vraiment complexe. L'inventaire d'armes des États-Unis repose sur une base industrielle impressionnante. Ce que ces gens font est remarquable. C'est peut-être le maillon le moins glamour, mais c'est aussi le plus difficile à reconstruire. Donc, si vous détruisez la base industrielle de l'Iran, ils n'ont plus la capacité de faire la guerre. C'est pourquoi ils sont en mode panique totale, essayant d'obtenir autant que possible de la Russie. Mais ici, le F-15E Strike Eagle est probablement celui auquel nous devrions le plus tirer notre chapeau et essentiellement lui attribuer le mérite d'avoir détruit cette base industrielle. Si l'Iran disposait de cette base industrielle, il produirait plusieurs missiles balistiques par jour. Les rapports que je vois disent qu'ils arrivent à en reconstruire environ 1 ou 0 par mois en ce moment. Mais comment trouvent-ils réellement ces navires, n'est-ce pas? Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance peuvent venir du pod de ciblage sniper du F-15E. Mais ce n'est sans doute pas la meilleure option. C'est plutôt pour des frappes très précises, pour trouver la cible exacte au milieu d'une multitude de cibles. Donc, une fois que tout a été réduit, le F-15E pourrait alors intervenir et utiliser des armes contre ces navires si nécessaire. Mais beaucoup de tout cela commence probablement dans l'espace, avec la force spatiale américaine là-haut qui garde un œil depuis l'espace, cherchant cette flotte fantôme de navires. C'est quelque chose d'énorme en matière de surveillance par satellite. Et ensuite, on intègre des drones avancés. Pensez à quelque chose comme le RQ-4 Global Hawk, mais aussi au P-8 Poséidon, qui est cet avion de patrouille maritime, un 737 renforcé, c'est vraiment impressionnant. Il peut aussi transporter des armes. Maintenant que tout cela est révélé, beaucoup de ces navires n'atteindront sans doute plus leur destination. Qui sait? On pourrait également voir des actions cinétiques menées contre des navires en mer Caspienne. Je pense que tout dépend de la capacité de nos services de renseignement, de nos agences à 3 lettres, à comprendre si ces livraisons aident réellement l'Iran à faire bouger les choses, ou s'il ne s'agit tout simplement pas d'assez de fournitures pour qu'ils puissent vraiment changer quoi que ce soit. Peut-être l'armée américaine devrait-elle se concentrer sur cette stratégie en 4 temps. Tu es à la section du tour d'horizon mondial, mon ami. Voici l'une des actualités principales que tu dois connaître actuellement dans le monde. Dans l'oblast de Koursk, en Russie, dans une lisière boisée près de la frontière ukrainienne, un homme aux commandes a appris ce métier sur un autre continent. Le chef adjoint du renseignement de la défense ukrainienne a déclaré à CNN vendredi que le nouveau contingent nord-coréen en Russie comptait environ 8500 personnes, dont environ 400 opérateurs de drones, la plupart étant des vétérans de déploiements précédents. Il affirme que Moscou pourrait demander 50 000 personnes supplémentaires à la Corée du Nord. C'est assez fou, non? Pyongyang pourrait envoyer plus de main-d'œuvre pour les tranchées, mais les opérations de drones restent leur priorité en Ukraine, afin de rapporter cette expérience chez eux. Vous êtes à la section d'analyse stratégique d'échecs à 40 coups.
Voici ce qu'il faut savoir sur ce qui se passe en coulisses. La Russie a besoin d'opérateurs de drones. Pourquoi ? Beaucoup ont clairement été éliminés. Quiconque pilote ces drones en première ligne ne passe pas une bonne journée. Beaucoup de ces opérations ne sont pas menées depuis la ligne de front, mais à ce stade, la Russie doit aussi obtenir de l'argent. Leur base industrielle est actuellement frappée extrêmement durement, avec l'Ukraine qui frappe Wildberries, sapant la capacité de la Russie à mener réellement la guerre. Et la Russie continue simplement de miser toujours plus sur la force, n'est-ce pas ? Mais c'est assez révélateur que la Russie compte 8500 Nord-Coréens et en veut 50 000. Comme vous le voyez, il se passe beaucoup de choses en coulisses dans la guerre. Les porte-paroles ne vous diront pas ce qui se passe vraiment. Pour moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que l'Iran a un grand problème industriel et ne peut ni mener une guerre seule, ni se protéger. Donc le régime est en difficulté. Et puis avec la Russie qui veut 50 000 soldats de la Corée du Nord, ça me montre que la Russie a un problème de personnel. Alors, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que nous continuerons à voir ces expéditions illicites de la Russie vers l'Iran ? Pensez-vous qu'il va devoir se passer quelque chose avec ces navires ? Seront-ils frappés militairement ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Et ensuite, allez écouter le podcast. Mon podcast enregistré il y a quelques jours sort aujourd'hui. Je pense que vous allez l'adorer, alors consultez la description ci-dessous. J'espère que vous appréciez la vue du Montana. C'était vraiment magnifique d'être ici à Kalispell. Je vous recommande vivement de venir découvrir cet endroit. Merci beaucoup d'avoir regardé les amis. Ici Ryan, aussi connu sous le nom de Max Afterburner. À bientôt.